Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Alors c'est une série spéciale qu'on va vous proposer à partir d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une interview. On va interviewer Olivier Tellu qui est un manager fervent utilisateur de la méthode Scrum et des méthodes agiles, mais c'est aussi un manager qui utilise les méthodes d'Outils du Manager. Et il m'a semblé intéressant de lui demander de partager avec nous son expérience. Mais avant de nous immerger dans le monde ésotérique des méthodes agiles, je voudrais vous faire une annonce importante. Nous avons décidé de faire un cadeau aux auditeurs de notre podcast qui sont aussi inscrits sur notre site web. Ce cadeau est en cours de préparation, je vous en dirai plus. Je ne vous dévoile rien pour le moment, mais je vous incite fortement à vous inscrire. Alors comment vous inscrire ? C'est très simple, vous tapez outildumanager.com sur votre navigateur, sur votre smartphone ou sur votre PC, vous choisissez Connectez-vous en haut à droite et vous entrez votre mail et choisissez un mot de passe. N'oubliez pas de cocher la petite case qui vous inscrit aussi à notre newsletter. Mais maintenant, place à l'épisode du jour. Donc Olivier Tellu va se présenter, il va nous donner son point de vue de chef de projet sur les managers et le management traditionnel. Vous verrez que c'est pas toujours très agréable pour les managers, mais il va nous expliquer pourquoi un jour il a quand même pris la décision de devenir un manager. Alors bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Donc Olivier en fait m'a contacté le 18 novembre en me disant voilà, je dois faire une intervention à l'Agile Tour de Marseille et cette présentation a eu lieu le 7 décembre et à cette occasion il voulait parler d'outils du manager. Donc on a un petit peu échangé et Olivier a fait sa présentation et le jour même je crois que tu m'as envoyé ta présentation. Oui. Le jour même de la conférence et en fait j'ai trouvé excellente, en tout cas elle m'a beaucoup intéressé. Du coup, on a discuté ensemble et il m'a semblé intéressant de partager à nos auditeurs l'expérience d'Olivier et son point de vue sur le management agile et sur le management préconisé par Outils du Manager. Donc peut-être pour démarrer, ce qu'on peut faire, c'est de te demander de te présenter rapidement, dire qui tu es, ta vie, ton œuvre, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc oui, Olivier Tellu, je suis développeur logiciel, donc je suis dans le monde de l'édition logicielle. Mm-hmm. J'ai commencé à travailler en 2000, tout pile, donc voilà, c'est facile pour les calculs. Ça D'accord. fait 17 ans, parce que pour les gens qui écouteraient le podcast dans longtemps, nous sommes fin 2017. C'est vrai qu'il paraît qu'il faut dater ce qu'on dit sur les podcasts, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui, parce que moi-même, je dérive déjà, mais moi-même, j'ai écouté... Quand j'ai découvert Outils du Manager, il y en avait déjà un certain nombre d'épisodes, donc j'ai d'abord rattrapé le temps. Ouais. Donc c'est assez amusant d'en écouter pas mal d'affilée. Et donc voilà, donc j'ai commencé développeur logiciel depuis 2000. J'ai découvert un peu le monde agile. On en reparlera après, je crois, dans l'interview vers 2006. Tout à fait. Et là, dans la société actuelle où je suis, qui s'appelle Antidote, j'ai commencé aussi comme développeur logiciel, mais je me suis retrouvé après, d'un seul coup, justement, dans l'expérience de devoir être manager. D'accord. Et ça, c'était vers 2010. Mm-hmm. Et donc, en gros, et là, actuellement, donc, je m'occupe d'une équipe de développement. Dans l'équipe, on est 11. Mm-hmm. Sur les 11, il y a 9 personnes donc dans la même terminologie qu'Outils du Manager qui sont des collaborateurs, donc des gens dont je suis responsable. D'accord, donc hiérarchiquement, ils sont sous ta responsabilité, ces 9 personnes. Exactement. Ouais. D'accord. Je suis leur manager et je leur fais des one-to-one, on en reparlera. Ouais. Et il y a une 11e personne qui est ce qu'on appelle dans le Scrum, dont on parlera aussi après, un Product Owner. Donc quelqu'un qui est le représentant du client un peu. Il travaille au sein de l'équipe, mais qui est là pour dire ce que le client veut. D'accord. Et cette personne-là, moi, j'en suis pas responsable, histoire qu'elle soit vraiment libre. Le client est libre. C'est pour symboliser que je ne suis pas le responsable du client. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Ok. C'est intéressant. Ça, tu vas certainement détailler parce que ça doit faire partie des méthodes agiles. Ouais. Tout à fait. D'accord. En tout cas, dans mon implémentation. D'accord. À moi de la méthode agile. Okay. Voilà. Et donc chez Antidote, je leur fais. Je vais pas en faire trop parce que c'est mon initiative personnelle, mais comme ils me permettent de faire tout ça et en plus sur mon temps de travail, je peux leur faire une mini pub. Donc pas de problème. Antidote, on est donc un éditeur logiciel français. On est sur Lyon
et Lambesc. Alors moi, je suis à Lambesc, c'est au nord d'Aix-en-Provence, et on est aussi sur Lyon. D'accord. Et en gros, l'équipe dont je m'occupe, on fait un produit pour les entreprises qui ont beaucoup de documentation technique, de la documentation technique compliquée qu'il faut vraiment lire, pas juste de la documentation pour qu'elle existe dans un coin, mais la documentation que des gens vont avoir besoin de lire. Alors, ça peut être plein de trucs divers et variés, mais pour des produits technologiques compliqués. Donc, on a des entreprises un peu partout dans le monde qui vont utiliser ça. D'accord, ok. Ça marche. Voilà, okay. Pour mon œuvre, enfin en tout cas la vie professionnelle. D'accord, c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, sinon au niveau personnel, en fait on a juste un point commun, enfin presque un point commun, c'est que tu es né à Calais et moi j'habite sur Calais actuellement. Ouais, voilà. Tout à fait. Calaisien qui a émigré vers le sud, mais j'ai toujours des attaches à Calais, j'aime toujours y retourner, et c'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup de mauvaise presse en ce moment, parce qu'on veut y parler que des migrants et tout ça, mais moi j'ai plein de bons souvenirs à Calais, et pour les gens qui ne connaîtraient pas, n'hésitez pas, c'était très sympa d'aller en Angleterre, d'aller en Belgique, d'aller à plein d'endroits depuis Calais. Je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que je fais très fréquemment, et à Calais la vie est douce, il y a tout ce qu'il faut effectivement pour s'épanouir. Voilà, alors justement à propos d'épanouissement, peut-être que le premier point qu'on pourrait développer là, c'est un petit peu partir du jour où on t'a demandé de devenir manager, parce que c'est un point fort de la présentation que tu avais faite, et puis ça a été aussi un point fort de notre échange. Donc un jour, on vient te voir et on te dit, bah voilà, Olivier, t'étais très très bon certainement techniquement, enfin je sais pas si ça s'est passé comme ça exactement, et on aimerait bien que tu prennes en charge le management de l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Puis je crois que tu as 2-3 petites vannes à propos des managers que tu voudrais nous partager, c'est toujours assez intéressant. Ouais, tout à fait. Quand je suis rejoint Antidote, donc en gros j'ai été chez 2 éditeurs de logiciels pendant assez longtemps. Donc d'abord j'étais chez un grand éditeur de logiciels texan qui s'appelait BMC Software, puis donc chez Antidote. Quand j'ai rejoint Antidote, c'était fin 2008. À l'époque, ils m'ont dit tu avais un petit peu de responsabilité avant, tu as déjà été team leader d'une équipe, mais chez nous, il y a déjà une équipe, elle est déjà en place, il y a déjà un responsable. Est-ce que ça t'ennuie d'être juste développeur voilà. Et moi, j'ai dit pas du tout, j'adore faire ça, il n'y a aucun souci. J'ai pas de souci à être développeur parce que j'aime bien faire, du moment que j'ai pas mal d'autonomie. Parce qu'effectivement, je suis dans un système de croyance où je pense que les ingénieurs, mine de rien, ils ont beaucoup de choses à apporter et qu'ils n'ont pas juste besoin de recevoir des ordres et de les appliquer, quoi. On est bien d'accord. C'était ma philosophie à l'époque, ça l'est toujours. Et donc, j'avais aucun souci avec ça. Après, il se trouve que dans les faits, quand ça s'est déroulé, le début de ma vie chez Antidote, j'étais dans une équipe qui avait quand même beaucoup de mal à produire des choses, à délivrer de la valeur, parce que à chaque fois, on voulait en faire trop. On se disait qu'on allait faire des trucs magnifiques, mais ces trucs magnifiques prenaient un temps considérable. Et on n'en voyait jamais le bout. Donc c'est une entreprise où il y a beaucoup de gens qui sont très très forts technologiquement, mais après il y avait à un moment donné quand même un besoin de structurer, de mettre un plan en place. Et au bout de quelques temps, donc moi je suis arrivé fin 2008 et ça c'est arrivé en 2010, je pense que ma direction elle s'est un peu épuisée du fait que cette équipe finalement rencontrait pas de dates, ne finissait pas par sortir des choses. Il y avait un problème de performance en fait, de délivrable en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, quand il y avait finalement des livraisons, elles étaient parfois à côté de la plaque, quoi, à côté de ce qui était vraiment l'attente. Donc ça pouvait prendre du temps. Et en plus, au bout de ce temps, est-ce qu'on avait vraiment ce qu'on voulait, quoi. Enfin, il y avait ce double problème. Du coup, dans l'équipe, on avait une somme de projets dont on était responsable, et on m'a dit, par contre, celui-là, il faudrait qu'on le sorte. Ce projet-là, ouais. Ce projet-là, il faudrait qu'on le sorte. Votre chef d'équipe, il est un peu débordé par l'ensemble. Est-ce que tu veux pas juste prendre la responsabilité de celui-là et décharger le chef d'équipe, qui restait le chef d'équipe, mais ça le déchargerait si toi, tu prenais celui-là et avec quelqu'un d'autre à 2 et vous menez celui-là. Donc en mode chef de projet. Ouais, oui, on pourrait dire ça, en mode chef de projet. Ouais. D'accord. Et en gros, à l'époque, j'avais dit, oui, pourquoi pas. Par contre, je fais comme je veux. Parce que j'avais vu un peu comment ça se passait
jusqu'à présent. Donc je dis je veux bien, mais si j'ai la latitude pour faire comme je veux. Je pense que c'était le bon moment. Ma direction elle voulait que ça sorte. Donc j'ai eu bien sûr le fait comme tu veux. Il est venu vite, ce qui est sympa hein, de la part de ma direction. Il n'y a pas de donc c'est oui tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc là j'avais donc on en reparlera après. Je me suis mis en mode Scrum que j'avais déjà expérimenté dans ma vie d'avant. Et au cours de cette même année, ça allait assez vite en fait. Ça a pas. Le projet qu'on a pris, effectivement, on a réussi à commencer à le sortir, à le faire avancer et à y voir des effets positifs. Mais le reste de ce qui tombait dans l'équipe a continué à vivoter de la même manière qu'il vivotait avant. Et on a fini par acter qu'il valait mieux que je reprenne tout. Alors c'est pas des moments hyper faciles hein, parce qu'il y avait quand même un responsable d'équipe avec qui je m'entendais très bien en plus. On en a pas mal discuté. Moi je voulais pas du tout que ça soit un mode je suis en train de te piquer ta place et je fais tout pour te piquer ta place. Donc il y a tout un côté humain derrière tout ça, mais en fait lui-même je pense qu'il était en détresse et qu'il voulait se sortir de la situation quoi. D'accord. Donc il était pour. Bon après il a quitté la société, il a trouvé quelque chose dans lequel il a bien rebondi. J'ai toujours des contacts avec lui et je suis super content pour lui. Mais effectivement ici il était en mode on pourra en reparler d'un débutant qui s'est retrouvé chef, hein, un peu comme le Barça, quoi. Enfin voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour la première partie de la question. Et par contre, effectivement, le fait de me retrouver chef, c'était une belle ironie pour moi. Oui. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment à tout ce qu'on peut apporter et qu'on ne veut pas juste recevoir des ordres bêtement. Et j'avais de très mauvaises expériences de mon entreprise précédente où j'étais dans une grosse entreprise américaine avec des N+7. Grosse structure avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Voilà, avec beaucoup de niveaux hiérarchiques et du coup, je m'étais construit effectivement dans ma présentation que j'ai fait à Agiton Marseille, j'en parle, une série de petites caricatures des managers, mais toutes les caricatures, donc je voulais faire vite fait là tout de suite. Ouais, ça m'intéresse. Je les ai toutes vécues. D'accord. Donc en gros, ce que je dis, c'est que c'était quoi mon image des managers avant de devenir manager ? Comment on les reconnaît ? Alors déjà, des managers, c'est des gens qui veulent être en copie des mails. C'est un truc très important. D'accord. Ils veulent être à tout prix en copie des mails, voir passer les mails, etc. Mais étonnamment, pas pour participer beaucoup aux mails, quoi. Pas pour amener plein d'idées dans le débat ou motiver les gens. Non, ils veulent voir passer les mails. Éventuellement, ils répondront de temps en temps merci ou ok à la fin de la résolution d'un problème. Et aussi, ils pourront forwarder un mail, mais sans ajouter une quelconque texte au mail, juste pour dire qui peut résoudre ce problème, qui peut s'occuper de ça, voilà, en mode fast forward. En fait, avec peu de valeur ajoutée dans la chaîne, en fait. Tout à fait, ouais. Et des fois, même pire que peu de valeur ajoutée, parce qu'on peut se rendre compte dans ce genre de forward, et quand on est l'exécutant, on peut se rendre compte que le problème était né déjà pour le manager bien avant, et qu'il vous le forward au moment où ça va plus du tout. Ah oui, d'accord. Il peut se passer ça aussi comme situation, malheureusement, tellement le forward n'est pas réfléchi. Ouais, d'accord. Ou ça peut être de la rétention d'informations éventuellement. Ou ça peut être de la rétention d'informations, j'en parle aussi. D'accord. Donc effectivement, dans mon image des managers, il y a le fait qu'ils ont des infos, que vous savez qu'ils ont des infos, mais vous les avez pas. D'accord. Et ça, c'est très compliqué. Les managers qui vous font sentir qu'ils ont de l'info et qu'ils vous les ont pas données, vous avancez sur un problème, vous le résolvez pas parce que voilà, il vous manquait ces infos. Donc il y a toute cette image-là et qu'ils sont vraiment très contents par moment de vous ouvrir un truc, de vous montrer un mail mais sans pouvoir vous le faire suivre ou des choses comme ça pour montrer qu'ils ont de l'information. Côté pouvoir. Dans les caricatures des managers, je pense que là, je vais faire de révélation à personne, mais il y a les réunions. Ouais. Les managers et les réunions. Donc là aussi, je m'étais construit une belle image où je me disais, si les managers doivent montrer qu'ils sont importants, en plus, alors je ne sais pas si c'est pareil à l'étranger qu'en France, mais pour montrer qu'on est important, on fait beaucoup d'horaires.
Parce que quand on fait beaucoup d'horaires, c'est important quand même. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il est beaucoup là. Il fait beaucoup d'horaires. Et du coup, si on fait beaucoup d'horaires, malgré tout, il faut trouver des occupations. Donc, on va faire des réunions. Parce qu'au moins, dans tous ces horaires, ça va s'occuper. Et ce que je disais à ma présentation, c'est que si vous avez de la chance, les managers vont faire une réunion entre eux et se neutralisent. Et si vous n'avez pas de chance, ils vont aussi emmener des gens qui travaillaient vraiment dans la réunion et qui vont se retrouver coincés dans une réunion avec est-ce que c'est une réunion qui va décider d'action ou pas, on ne sait pas trop, est-ce que vous avez eu un ordre du jour avant, voilà. Je pense que là vous pouvez replacer tous vos épisodes d'outils du manager si vous voulez. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses autour de ça. En fait, il y a même un phénomène qui est né de ça, c'est qu'il y a carrément il y a quelques bouquins qui sont sortis qui préconisent la fin des réunions. C'est-à-dire qu'ils disent on n'a plus besoin de faire des réunions, ça sert à rien, c'est une perte de temps, ça fait autant de salaire dépensé pour rien, etc. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est assez vrai pour un tas d'outils. Non, il faut des réunions parce que c'est quand même la manière la plus efficace de collaborer, si on peut. Mais il faut qu'elle soit limitée dans le temps, mais il faut qu'il y ait un ordre du jour, mais il faut que etc. C'est pour ça qu'on a le podcast La Réunion Efficace, en fait. Tout à fait. Ouais. On y reviendra quand je reparlerai un peu d'Agile. Il y a aussi des réunions dans le monde Agile. D'accord, ok. Mais effectivement, là je reste sur l'image, l'imaginaire que je m'étais fait du manager. Oui, qui n'est pas imaginaire. Non, que j'ai expérimenté. Tout à fait. Aussi d'être dans une grosse hiérarchie, il y avait tout ce sentiment de frein, c'est-à-dire tout le sentiment où les managers en fait constituent des freins. C'est-à-dire qu'une idée germe dans une équipe ou d'une personne et il va falloir passer un temps colossal à construire cette idée, à la vendre, à la défendre auprès de votre N+1. Et quand vous arrivez à franchir cette étape, en fait, vous vous rendez compte qu'il ne va pas décider, il ne va pas être capable de décider, il va falloir ensuite réussir à monter le dossier au N+2, etc. J'ai vu des histoires d'augmentation, je les ai vues monter jusqu'à N+6 alors qu'il y avait N+7. C'est des trucs ou des décisions techniques qui remontaient extrêmement haut sur des gens qui, bien entendu, et c'est pas ce qu'on leur demandait, ne pouvaient pas avoir de compréhension sur ce qui se passait techniquement très bas. Donc en gros, voilà, c'était toute cette expérience-là de ma vie m'encourageait fortement à aller vers les mouvements, des entreprises libérées dont on entend maintenant parler ou des choses comme ça, ou carrément plus de managers, en tout cas plus de middle management. Tout un courant qui... Alors je suis désolé, j'utilise souvent des anglicismes, s'il y a des bonnes traductions, je suis prêt à m'adapter. Ouais, c'est pas très grave. Je suis pour les écouteurs, pour tous vos auditeurs, je suis désolé si je fais trop d'anglicisme. Je me suis demandé effectivement, est-ce que tout le middle management ne sert pas à rien? Est-ce que on pourrait pas simplifier et avec des expériences qui ont déjà, qui de loin, en tout cas, se vendaient comme possible. Après, j'ai bien conscience que tant qu'on n'est pas dans l'entreprise qui dit qu'il n'y a pas de middle management, c'est dur de savoir si ça marche vraiment ou pas. Mais c'est vrai que j'étais pas mal attiré par ça à l'époque. À l'époque, on m'a dit, est-ce que tu veux bien finalement être manager, quoi. Donc, c'est opposé, ces deux courants de pensée. Je ne crois pas dans le middle management. On me propose d'être middle manager. Quelle décision faut-il prendre? Et j'ai dit oui. Voilà. Alors pourquoi? Il y a 2 temps. Je pense qu'à l'époque, pourquoi, j'en sais rien, parce que je suis un instinctif. Mais comme j'ai dû préparer quand même toute ma présentation où je parlais de ça, j'y ai réfléchi après. Donc je pense que si je suis honnête, à l'époque, le pourquoi, c'est juste que je voulais que ça bouge. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça m'ennuyait d'être dans cette situation où on livre pas. C'était vraiment pas quelque chose d'agréable. Et qu'au moins, c'était une décision. Donc ça, on se rebase à l'époque. Maintenant, en y réfléchissant, je pense qu'après toute cette série de blagues sur les managers, d'entre guillemets blagues, parce qu'il y en a des gens qui sont vraiment comme ça, je pense que malgré tout, c'est assez facile de critiquer les comportements des gens sans jouer au jeu. Tout à fait. C'est facile de dire que certaines personnes, ce qu'ils font, c'est pas bien, sans avoir été confrontés à leurs problèmes à eux, de manager. Donc, je pense que c'est intéressant. Du coup, d'essayer de jouer le jeu, je pense que c'est vraiment intéressant. Et après, on peut sûrement être plus pertinent sur juger
du bon manager ou du mauvais manager, hein, pour citer les inconnus avec les chasseurs, mais voilà. Il y a donc une envie de prouver, ça va avec, hein, l'envie de prouver qu'on peut faire autrement. Je pense que j'avais ça au fond de moi. J'étais dans une entreprise qui avait des managers. J'étais dans une entreprise où, pour s'occuper d'une équipe, il fallait être responsable de cette équipe. Je n'étais pas dans une équipe libérée ou auto-organisée ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, si je voulais déclencher quelque chose, il fallait aussi que j'accepte les règles du jeu de mon entreprise. Donc, je pense que toutes ces choses-là, ça fait que ça m'a emmené vers ça. Ça m'a ouvert les fameuses clés qu'on n'a pas quand on n'est pas manager. Donc, l'accès à plus d'informations. Parce que ce que je disais, les managers ont de l'information. Après, les managers décident de la garder. Je suis pas obligé de faire comme eux. Tout à fait. Mais ils ont de l'information, et donc le fait de me retrouver manager, ça me donnait aussi accès à ces informations. Et donc voilà, derrière, je pense que, je sais pas si j'y avais autant réfléchi que ça, mais il y avait le plan de se dire, changeons le système en rentrant dans le système d'abord. De l'intérieur, ouais. Exactement. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux, parce que quand même, tu nous as parlé tout à l'heure du Scrum, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, nous expliquer ce que c'est ? Moi, je vois à peu près, parce que je suis intervenu dans des entreprises où il y avait cette méthode en place, mais en fait, je ne connais pas bien la définition. Ouais. Ou le vécu personnel que tu en as eu, parce que je sais que c'est une méthode qui s'adapte, qui n'est pas forcément tout à fait... Il y a des grands principes, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est un peu de comprendre les grands principes, puis peut-être les outils qui sont utilisés. Et ensuite, ça m'intéressera aussi d'avoir ton jugement sur cette méthode-là, puisque c'est la méthode que tu utilises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite la semaine prochaine. Et en attendant, je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle le nom du site, c'est outildumanager.com. Vous cliquez en haut à droite sur « Me connecter », vous rentrez votre mail et c'est parti. À bientôt. Au revoir.